Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons plonger au cœur de l'horreur en plein milieu des fêtes de Noël. Si cette période est habituellement synonyme de joie, de rire et de retrouvailles, pour certains, vous allez le voir, elle a pris une tournure tragique. Aujourd'hui, nous allons explorer des histoires sombres, celles de crimes terrifiants, qui ont secoué la tranquillité de cette saison festive. Préparez-vous à découvrir les récits glaçants de meurtres commis pendant Noël, où la magie des fêtes s'est transformée en un véritable cauchemar. Le massacre de Covina. La première histoire nous emmène en Californie, plus particulièrement dans la ville de Covina, à 35 km à l'est de Los Angeles. C'est une ville de taille moyenne qui compte 50 000 habitants. Anciennement capitale agricole, connue notamment pour les oranges. C'est depuis des dizaines d'années une zone résidentielle tranquille. C'est ici précisément que vit Bruce Jeffrey Pardo. Il est né en 1963 dans une famille ordinaire, il a étudié l'informatique et d'ailleurs est devenu ingénieur en informatique. Ses collègues le décrivent comme un homme intelligent et poli. Sa vie professionnelle se passe plutôt bien. Par contre, côté vie personnelle, c'est beaucoup plus instable. Bruce enchaîne les relations amoureuses compliquées et tumultueuses. Il a un fils en 2000, mais en 2001, celui-ci, à peine âgé de 13 mois, a un grave accident de piscine qui le laisse handicapé. Bruce prendra de la distance avec la mère de cet enfant et abandonne d'ailleurs son rôle de père. Mais en 2004, il rencontre Sylvia Ortega, une jeune femme d'origine mexicaine qui a déjà 3 enfants d'une précédente union, et il se marie avec en 2006. C'est une femme aimante, dévouée à sa famille et très sociable. Bruce semble enfin avoir trouvé le bonheur. La relation va se détériorer rapidement. Sylvia accuse Bruce de ne pas vouloir s'impliquer dans son rôle de beau-père et de se montrer distant. De plus, il refuse d'aider financièrement sa femme à s'occuper de ses 3 enfants, dont il n'est pas le père. Sylvia apprend aussi que Bruce a abandonné un fils atteint de lésions cérébrales il y a des années, mais qu'il avait continué à le déclarer pour toucher des déductions fiscales. C'en est trop pour Sylvia. Les disputes sont de plus en plus fréquentes, Bruce sombre petit à petit, et bientôt, Sylvia obtient une ordonnance de séparation. Nous sommes en 2008. Le divorce est finalisé quelques semaines avant Noël. Bruce est condamné à lui verser une pension alimentaire. Il garde la maison. Elle reçoit $10 000 et garde le chien. Bruce est dévasté, ruiné, d'après lui. Il commet l'erreur de facturer de fausses heures à son travail et est donc en plus de ça licencié. Si le versement de la pension est bien entendu suspendu par le tribunal, Bruce a dû déjà verser les $10 000 à son ex-compagne. Pourtant, Sylvia vit chez ses parents depuis le divorce. Elle a un travail et avec ses $10 000, elle vit la grande vie. Voiture de luxe, voyage à Las Vegas, massage et cours de golf. Bruce enrage. Vous l'avez compris, il fait donc face à des difficultés financières et cette série d'échecs personnels et professionnels le conduisent à nourrir un fort ressentiment, particulièrement à l'encontre de son ex-femme et de la famille de son ex-femme. Ce Noël 2008 va donc avoir une saveur bien particulière pour Bruce qui a entamé une vraie descente aux enfers. Bruce est en colère. Il a soif de vengeance et tout ça s'est alimenté par sa dépression. Le 24 décembre, c'est donc seul qu'il passe Noël alors que Sylvia, elle, est en famille. Et ça, Bruce le sait. Alors, déguisé en Père Noël, il décide de se rendre chez ses anciens beaux-parents, où une vingtaine de membres de la famille de Sylvia sont réunis pour célébrer Noël. Il sonne à la porte vers 23h30, portant une grande boîte qui ressemble à un cadeau. Souhaite-t-il faire la paix avec son ex-compagne ? C'est une petite fille de 8 ans qui lui ouvre et l'accueille avec joie et le sourire. Le Père Noël vient apporter des cadeaux. Quelle meilleure surprise pour des enfants le soir de Noël. Mais c'est une version beaucoup plus sombre qui se présente ce soir-là. En effet, Bruce a décidé de commettre l'impensable. Il sort un pistolet semi-automatique et tire sur l'enfant.
Il ouvre ensuite immédiatement le feu sur les invités réunis dans la maison. Les 2 frères de Sylvia tombent, mais l'un a le temps de crier « C'est Bruce !» Ils essaient, blessés, de l'attraper, mais sans succès. Plusieurs personnes sont abattues. Les autres tentent de fuir dans le chaos et l'horreur. Bruce tire sans discernement. Il déballe ensuite ce fameux paquet cadeau. À l'intérieur, il cache un dispositif artisanal rempli d'essence pour incendier la maison. Quand Bruce utilise ce lance-flamme fabriqué de toutes pièces, il y a une violente explosion. L'incendie détruit la maison en quelques minutes, atteignant des températures si élevées qu'il a fallu plusieurs jours pour identifier certaines des victimes. Entre les tirs et l'incendie, 9 personnes sont tuées lors de l'attaque, tandis que plusieurs autres sont gravement blessées. Sylvia et ses parents, ainsi que ses 2 frères et leurs épouses, et une des 2 sœurs de Sylvia sont morts en bas de la maison, soit tués par balle, soit achevés par l'incendie. Un ado de 17 ans qui était à l'étage meurt dans l'explosion. 16 personnes deviennent orphelines. La petite fille qui a ouvert la porte sur laquelle Bruce a tiré est miraculeusement vivante. Au moment où Bruce a tiré sur son visage, en fait, elle a tourné la tête. Elle s'en sort avec une blessure à la joue. L'une des survivantes a réussi à fuir chez des voisins, où la police a été appelée et Bruce identifié comme suspect. Quand les pompiers arrivent sur les lieux, la maison de famille s'est transformée en brasier. Une paire de fausses lunettes et un bonnet rouge et blanc gisent devant l'entrée de la maison. Après avoir commis ce massacre, Bruce a pris la fuite. La police le recherche activement. Dans son appartement, la police récupère 5 boîtes vides pour des armes de poing semi-automatiques, 2 fusils de chasse et un contenant d'essence, de réservoir de carburant. Mais pas de trace de Bruce, il n'est pas là. Dans la nuit du 24 au 25 à 3h10, le frère de Bruce rentre chez lui après le réveillon de Noël à 65 km de Covina. Il trouve le corps de son frère sur le canapé du salon, une balle dans la bouche. Il a de nombreuses et sévères brûlures. En fait, dans l'incendie, son costume a pris feu. La police conclut à un suicide. Une voiture de location est découverte garée à un pâté de maison de la maison de son frère. Dedans, la police y trouve des restes fondus d'un costume de Père Noël et des explosifs. L'enquête commence, bien qu'il n'y ait pas beaucoup de doutes sur l'identité possible du tueur. Bruce avait soigneusement planifié son attaque. De plus, il avait apparemment planifié une évasion. La police trouvera un billet d'avion acheté le 24 matin pour l'Illinois. Il avait dû vouloir s'enfuir, mais ses blessures ont contrecarré son plan. Sur son corps, la police découvre 17 000 $ emballés sous plastique et scotchés directement sur son ventre. Il avait loué plusieurs véhicules et en avait garé un près de la maison de l'avocat de divorce de son ex-femme, rempli de fournitures et de cartes du Sud-Ouest et du Mexique. Le massacre de Covina restera gravé dans les mémoires comme un acte de violence impitoyable survenu lors d'une nuit qui aurait dû être remplie de joie et de festivité. Bruce souffrait profondément et sa souffrance psychologique l'a conduit à commettre l'irréparable. Disparition à Noël. En décembre 1987, Lisa Solomon, 22 ans, attend avec impatience de fêter Noël avec son mari, Matthew Solomon, 23 ans. Ils viennent de se marier il y a 2 mois et ils sont heureux. Ils vivent dans une maison à New York. Matthew est taulier et Lisa travaille dans une banque. Le 23 décembre au soir, Lisa décide d'aller faire un jogging. Mais la jeune femme ne rentre pas. Matthew attend quelques heures. Affolé, il alerte la police. Sa femme a disparu. Le 24 décembre, c'est alors une course contre la montre qui commence. La police, des bénévoles, des chiens policiers, des hélicoptères et même des médiums, tout est mis en œuvre pour retrouver Lisa. Matthew participe activement aux recherches. Il donne des interviews pour partager le plus possible l'info de la disparition de sa tendre épouse. Quand vous perdez espoir, c'est à ce moment-là que vous arrêtez de faire quoi que ce soit. Je n'arrêterai jamais de le faire. Oui, elle est vivante quelque part et je vais la retrouver. Matthew semble anéanti et tout cela évidemment est compréhensible. 6 jours passent et l'enquête piétine. Aucune nouvelle de Lisa. Les questions s'accumulent. A-t-elle fait une mauvaise rencontre ? S'est-elle enfuie ? Y a-t-il un autre homme dans l'histoire ?
Mais malheureusement, on va bientôt retrouver un corps fourré dans un grand sac à ordures en plastique. Le corps a été jeté à côté des sacs de feuilles dans un champ pas loin de l'habitation des Solomon. L'oncle de Lisa identifie le corps, il s'agit bien de la jeune femme. Elle porte un sweatshirt bleu foncé, un pantalon de survêtement noir et des baskets. En état de choc, Matthew est transporté à l'hôpital. Lors de l'autopsie, les médecins révèlent que Lisa a été assassinée, elle a été étranglée. C'est alors une enquête pour meurtre qui s'ouvre et on s'intéresse de plus près à la vie de Lisa Solomon. D'après Matthew, son mari, elle avait un prétendant qu'elle a éconduit, un certain Rob, qui harcelait un petit peu Lisa après avoir été écarté par la jeune femme. La question c'est, aurait-il pu commettre ce crime ? Mais la police ne trouve pas de traces de cet homme. Leurs soupçons commencent à se porter sur le mari, sur Matthew. En effet, selon lui, il y a eu une petite querelle dans leur couple la veille de Noël. Oh, rien de grave, dit-il. Mais la police commence à avoir des doutes. Notamment concernant le lieu où les enquêteurs ont fouillé, où sa femme a été soi-disant portée disparue. N'a-t-il pas trop aidé l'enquête ? Le 12 janvier 1988, une conférence de presse a lieu et Matthew nie toute implication dans le meurtre de sa femme. Pourtant, en parallèle, la police fouille sa voiture et découvre que les fibres provenant du coffre sont les mêmes que celles trouvées sur la scène de crime. Une vidéo de surveillance d'un magasin, le 7-Eleven, montre Matthew en train d'acheter calmement des sacs à ordures du même type que ceux utilisés pour envelopper le cadavre de Lisa. Quelques heures après la conférence de presse de Matthew, celui-ci est interpellé par la police. Au cours de l'interrogatoire, pris au piège, il avoue que suite à une dispute, il a accidentellement tué sa femme. Puis il a paniqué et a essayé de se débarrasser de son corps. Dans sa déclaration d'arrestation, voici ce qu'il déclare. Je l'avais dans mes bras, elle m'a mordu au biceps droit, je me suis éloigné, elle était sous mon bras gauche et nous sommes tombés par terre. J'ai mis mon bras droit autour de son cou. Elle a dit qu'elle me détestait. Je lui ai demandé de se calmer pendant que je la serrais. Quelques minutes plus tard, elle était silencieuse. Matthew va toujours déclarer qu'il ne s'agissait que d'un accident, mais le 18 novembre 1988, il est reconnu coupable de meurtre au 2e degré par indifférence dépravée à la vie humaine. Il est condamné à la prison à perpétuité avec un minimum de 18 ans. Après 30 ans derrière les barreaux, où Matthew s'est marié 2 fois et a même eu une fille, il a obtenu une libération conditionnelle en mai 2019, à la grande stupeur et colère de la famille de Lisa et même de certains proches de Matthew. En effet, sa sœur Judith ne lui a jamais pardonné et a lutté toute sa vie pour qu'il reste en prison. Désormais, aujourd'hui, elle craint pour sa vie. Les conditions de libération conditionnelle de Matthew stipulent qu'il doit participer à des séances de conseil contre l'agression et la violence domestique et s'abstenir de consommer de l'alcool et donner à son agent de libération conditionnelle les coordonnées de toute personne avec laquelle il entre en relation et obtenir un emploi ou poursuivre ses études. Noël fatal à Portland. Née en mai 1979, Jamie Lynn Larson est une jeune femme pleine de vie. Ses proches la décrivent comme étant une femme intelligente, douée en informatique et turbulente. En 2008, Jamie Lynn Larson s'installe avec son petit ami, Tim Ruppel. Mais la relation est toxique et conflictuelle entre les deux. Jamie Lynn accuse Tim de violence domestique et Tim, lui, l'accuse aussi d'être violente, surtout quand elle est ivre. En février 2012, ils obtiennent une ordonnance de protection l'un contre l'autre. Jamie Lynn s'installe chez sa mère. Mais la séparation se passant plutôt bien et les deux n'ayant pas de contact direct, ils décident de lever les restrictions. Jamie dira même « Je ne crois plus que Tim représente une menace pour moi. Tout va bien ». Jamie Lynn prend alors un appartement à Portland dans un complexe où il fait bon vivre. En ce Noël 2012, Jamie Lynn a envie de rester seule. Elle veut pas fêter Noël. Elle laisse un message à son père qui vit en Floride une semaine avant pour lui dire de ne rien lui envoyer pour Noël, elle ne veut pas de cadeau.
Le jour de Noël, sa sœur s'est dit que peut-être qu'elle passerait lui faire un coucou, mais elle n'est pas venue. Et sa sœur ne s'est pas inquiétée plus que ça. Elle a bien compris que Jamie Lynn ne voulait pas fêter Noël. Elle a besoin d'un peu de solitude. Le 24 décembre à 12h30, le cousin de Jamie Lynn lui envoie un message pour lui souhaiter joyeux Noël et elle répond à 12h34, toi aussi. Le 25 décembre, peu avant 22h, la police de Portland est appelée. Elle se rend au complexe situé au 2073 sud-ouest Park Avenue. Là, dans l'appartement 115, les policiers trouvent le corps sans vie de Jamie Lynn, 33 ans, ligoté et bâillonné. Selon l'autopsie, elle a été agressée sexuellement, étranglée et mutilée par son agresseur. L'enquête pour meurtre débute. Et cette enquête va être rapide. La police prélève rapidement des preuves qui identifient un homme. Cet homme, c'est Michael James Kirkland, 37 ans. Il est arrêté le 3 janvier, 8 heures après une cérémonie hommage à Jamie Lynn. Et cet homme vit non loin du lieu du meurtre. Ce Michael est déjà connu des services de police. Condamnation pour agression, strangulation et harcèlement. Il avait été condamné par le passé à suivre un traitement de gestion de la colère, à participer à un programme d'intervention auprès des agresseurs et à suivre des conseils en matière de violence domestique. Il est inculpé pour meurtre aggravé, viol, abus sur cadavre et cambriolage. Selon l'enquête, ce Michael a rencontré Jamie alors qu'ils fumaient tous les deux des cigarettes à l'extérieur de son appartement tôt le matin du 25 décembre 2012. Les événements qui ont suivi cette rencontre, une rencontre fortuite, restent assez flous. Mais les agents de police pensent que Michael a raccompagné Jamie à son appartement. C'est là qu'il l'a attaqué. Lors du procès, Michael plaide coupable et passe un accord. Il échappe à la peine de mort mais renonce à la possibilité de sortir de prison. À la fin de l'année 2014, après avoir été déclaré malade mental, Michael est condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Ainsi, aujourd'hui, à l'âge de 45 ans, il est incarcéré au pénitencier d'État de l'Oregon, à Salem, où il devrait rester pour le reste de sa vie. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, peut-être en ce soir du 24 décembre. Si vous ne l'avez pas fait le 24 décembre, honnêtement, je ne vous en veux pas. Profitez des moments en famille si c'est le cas, en tout cas ce soir. N'hésitez pas à me laisser vos avis sur ces 3 histoires. Et avant de terminer, je voulais absolument faire une mise à jour sur une affaire qui est toujours en cours. Il y a eu des rebondissements, je vous en avais parlé il y a un petit peu plus d'1 an. La vidéo est toujours évidemment disponible sur ma chaîne. C'était le meurtre d'Alicia Faye, vous savez, cette jeune femme originaire de Gironde, âgée de 25 ans à l'époque, qui a été exécutée, ce sont les mots en tout cas de ses parents, d'une balle dans la tête en Guyane. L'échange complet avec Bernard Faye, le papa d'Alicia, est disponible toujours sur ma chaîne YouTube. Allez l'écouter pour notamment avoir toutes les infos sur cette histoire et connaître tous les tenants et aboutissants. La mise à jour est la suivante. À l'époque, il y avait un suspect qui avait été arrêté, un certain Dane L. Eh bien, figurez-vous que ce Dane L, soupçonné d'être à la tête d'un réseau de trafic de drogue international, était en détention depuis le 21 mars 2021, comme 17 autres personnes d'ailleurs, accusées de meurtre, de vol aggravé, d'infraction à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs. C'est lui qui était le principal mis en cause dans le meurtre d'Alicia. Eh bien, figurez-vous que le 16 octobre dernier, il est sorti de prison sous contrôle judiciaire pour un vice de forme. C'est la cour de cassation qui l'a remis en liberté sous contrôle judiciaire, mais ce qui devait arriver arriva. Figurez-vous que quelques heures après sa libération de prison, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, il s'est fait la malle, il s'est barré. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il est introuvable, il est dans la nature, et les parents d'Alicia sont forcément sous le choc parce que ça veut dire que l'assassin ou les assassins, parce qu'il y a plusieurs mises en cause dans cette histoire, sont en liberté. Voilà, aujourd'hui, c'est ça la réalité de la justice. Alors, je ne vais pas rentrer dans les débats, etc. On a une jeune femme qui se fait tuer et l'assassin présumé est en liberté pour vice de forme. Voilà, il y a eu un problème. Voilà, on ne sait pas ce qui est arrivé. Le gars, maintenant, est en cavale. C'est eux qui m'ont contacté pour me dire de partager cette info.
Voilà, c'est assez hallucinant. Je leur envoie tout mon courage, tout mon soutien, parce que eux, ils se battent très fort depuis de nombreux mois pour essayer de faire entendre la vérité et surtout de rendre justice à leur fille, pour pas que la mémoire de leur fille soit oubliée. Et c'est ça le risque, c'est qu'on oublie cette affaire et que Alicia soit morte pour rien. Voilà. Je vous invite à revoir donc cet échange qui est sur ma chaîne YouTube. Je vous mets le lien en description pour comprendre tout ce qui s'est passé. Et comme ça, vous comprendrez mieux cette mise à jour. Mais aujourd'hui, le meurtrier présumé d'Alicia Faye n'est plus en prison. Voilà, en attendant son procès, mais il devait être sous bracelet électronique et il n'est même pas sous bracelet électronique. Je vous laisse avec ça. Prenez soin de vous. On se retrouve bientôt. Et n'oubliez pas, la vérité n'est jamais très loin. Salut.